Alors que nous dînions chez mes parents, j'ai commencé à avoir des contractions. Ils m'ont emmené d'urgence à l'hôpital. Avant de partir, j'ai dit à ma sœur, « S'il te plaît, occupe-toi de ma fille de 5 ans. » Quelques jours plus tard, j'ai donné naissance à mon nouveau-né. Je me suis précipitée chez moi pour prendre des nouvelles de ma fille. Lorsque j'ai frappé à la porte de ma sœur, personne n'a répondu. J'ai continué à l'appeler, mais elle ne décrochait pas son téléphone. J'ai donc appelé mes parents, qui m'ont simplement dit, « Elle doit revenir bientôt. Arrête de t'inquiéter. » Mais avant de partir, j'ai entendu de faibles bruits venant de l'intérieur. J'ai alors décidé d'enfoncer la porte pour vérifier. C'est là que j'ai trouvé du liquide qui s'écoulait dessous la porte du débarras. Paniqué, j'ai rapidement appelé le 911. Lorsqu'ils sont arrivés et ont ouvert la porte pour vérifier l'intérieur, une vérité choquante a éclaté au grand jour. Les contractions avaient commencé pendant le dessert. L'instant d'avant, je riais de la terrible blague de mon père sur le rôti, et l'instant d'après, j'ai senti tout mon abdomen se contracter comme si quelqu'un avait enroulé des câbles d'acier autour de ma taille. Ma fourchette a cliqueté contre l'assiette alors que je m'agrippais au bord de la table à manger, essayant de respirer à travers la douleur soudaine. « Chérie !» La voix de ma mère a percé le brouillard. « Ça va ?» J'ai secoué la tête, incapable de former des mots alors qu'une autre contraction me traversait. Ce n'étaient pas les fausses alertes que j'avais connues la semaine passée. C'était réel. C'était en train d'arriver. Ma sœur Brooke a bondi de son siège, sa serviette tombant au sol. Elles sont espacées de combien de temps? Je ne sais pas, ai-je réussi à halter. C'est la première. C'était un mensonge. Je ressentais une douleur sourde depuis 1 heure, mais je m'étais convaincue que c'était juste une indigestion due à la cuisine de ma mère. Le déni est une chose puissante quand on n'est pas tout à fait prêt à affronter la réalité. La deuxième contraction a frappé à peine 5 minutes plus tard. Mon père attrapait déjà ses clés de voiture. Ma mère cherchait frénétiquement son sac à main. Et Brooke restait figée au milieu du chaos comme une statue. « Nous devons t'emmener à l'hôpital » a dit papa, sa voix stable malgré la panique dans ses yeux. « Tu peux marcher ?» J'ai hoché la tête, agrippant le dossier de ma chaise en me levant. Tout semblait surréaliste, comme si je m'observais de l'extérieur de mon corps. Le bébé ne devait pas arriver avant 1 semaine. La fête du 5e anniversaire de ma fille Autumn n'était prévue pour le lendemain. Nous avions 40 cupcakes qui attendaient à la maison et un château gonflable dont la livraison était prévue le matin même. Une autre contraction m'a fait me plier en deux. 7 minutes. Elle venait plus vite que prévu. Et pour Autumn, ai-je demandé, la voix serrée par la douleur et l'inquiétude. Ma fille était à l'étage dans la chambre d'amis de mes parents, probablement encore absorbée par le dessin animé qu'elle regardait avant le dîner. « Je m'occuperai d'elle » a dit Brooke rapidement. « Ne t'inquiète de rien. Concentre-toi juste sur le fait d'avoir un bébé en bonne santé. » J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment observée. Nous n'avions jamais été particulièrement proches. Il y avait 4 ans d'écart entre nous, et en grandissant, cet écart avait semblé être un océan. Elle était l'artiste, l'esprit libre qui peignait, voyageait et ne semblait jamais se fixer dans quoi que ce soit de permanent. J'étais la pragmatique, la mère célibataire qui cumulait 2 emplois pour garder un toit au-dessus de nos têtes. Mais la famille, c'était la famille. Et à ce moment-là, alors que mon corps se préparait à mettre une nouvelle vie au monde, j'avais besoin d'elle. « Tu es sûre ?» ai-je demandé, grimaçant sous une nouvelle vague de douleur. « Absolument » m'a assuré Brooke. Son sourire semblait assez sincère. « Tu sais que j'adore passer du temps avec Autumn. On va bien s'amuser. Je te le promets. » Ma mère était déjà à moitié sortie, me rappelant de me dépêcher. Papa avait son bras autour de ma taille, supportant la majeure partie de mon poids alors que nous nous traînions vers l'entrée. Tout se passait si vite que j'avais à peine le temps de réfléchir. Il y a des informations d'urgence sur mon téléphone, ai-je crié à Brooke alors que papa m'aidait à m'installer sur la banquette arrière de sa voiture. Et elle doit prendre ses médicaments contre les allergies avant de se coucher. C'est dans mon sac à main. La bouteille violette. J'ai compris, a dit Brooke, debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés.
Allez-y. Tout ira bien ici. Le trajet vers l'hôpital s'est déroulé dans un flou de réverbères et de contractions. Maman continuait de les chronométrer depuis le siège avant, sa voix devenant plus urgente à chaque annonce. 4 minutes d'intervalle, 3,5, 3 minutes. Au moment où nous sommes arrivés aux urgences, je pouvais à peine marcher. Une infirmière est apparue avec un fauteuil roulant et soudain, j'ai été précipitée à travers des couloirs stériles tandis que quelqu'un me posait des questions auxquelles je n'arrivais pas à me concentrer pour répondre correctement. Le travail a duré 37 heures. 37 heures de douleur qui ont redéfini ma compréhension de l'endurance humaine. La péridurale a aidé, mais rien ne pouvait complètement effacer l'épuisement qui s'installait dans mes os. Alors que les heures s'étiraient, ma mère est restée avec moi tout le temps, me tenant la main et chuchotant des encouragements. Papa faisait les 100 pas dans la salle d'attente, informant la famille et les amis. Je demandais des nouvelles d'Automne toutes les quelques heures. À chaque fois, ma mère m'assurait que Brooke avait tout sous contrôle. Elle avait envoyé un texto disant qu'elles étaient allées au parc. Un autre disant qu'elles avaient fait des cookies. Un troisième disant qu'Automne était allée au lit sans problème. Mais quelque chose clochait. Je ne pouvais pas l'expliquer. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui me dérangeait. Peut-être était-ce juste l'épuisement ou les hormones inondant mon système. Pourtant, ce sentiment tenace persistait comme une écharde que je ne pouvais pas atteindre. Mon fils est né à 3h47 du matin un mardi. 3,4 kilos de perfection hurlante et au visage rouge. Ils l'ont placé sur ma poitrine, malgré la fatigue écrasante, j'ai ressenti une vague d'amour si intense qu'elle m'a mis les larmes aux yeux. Il est magnifique, a chuchoté maman en se penchant pour m'embrasser le front. Tu as été incroyable, ma chérie. Les 2 jours suivants se sont déroulés dans un brouillard d'horaires de tétés, de changements de couches et de visiteurs porteurs de cadeaux et de félicitations. Papa a apporté des fleurs. Mes collègues ont envoyé un panier de vêtements pour bébé. Même la mère de mon ex-mari est passée, bien que sa visite ait été heureusement brève. La chambre d'hôpital est devenue un défilé incessant de bienfaiteurs. Ma meilleure amie de l'université est arrivée avec des ballons et un éléphant en peluche presque aussi gros que mon nouveau-né. 3 femmes de mon club de lecture sont passées avec des plats faits maison, pensant déjà au repas dont j'aurais besoin une fois rentrée. Mon patron a envoyé un arrangement de fruits élaborés qui occupait la moitié du rebord de la fenêtre. Tout le monde voulait tenir le bébé pour s'extasier sur ses petits doigts et son nez en bouton. Il posait des questions sur l'accouchement, sur la récupération, sur le choix du prénom. Je répondais machinalement, faisant les gestes qu'il fallait, alors que mon esprit restait ailleurs. Entre les visiteurs, j'essayais d'appeler Brooke encore et encore. Son téléphone sonnait indéfiniment avant de me renvoyer sur la messagerie vocale. Je laissais des messages lui demandant de me rappeler, essayant de garder une voix légère et décontractée, même si l'anxiété me rongeait les entrailles. Ma mère a remarqué mes tentatives répétées. « Tu as besoin de repos ?» a-t-elle dit en ajustant la couverture autour de mes jambes. « Arrête de t'inquiéter autant. Brooke sait ce qu'elle fait. » Le savait-elle vraiment? Brooke n'avait jamais eu d'enfant. Elle n'avait jamais exprimé le moindre intérêt à devenir mère. Sa vie tournait autour de son art, de ses expositions occasionnelles en galerie et d'une série de relations qui ne semblaient jamais durer plus de quelques mois. Mais c'était ma sœur. Le lien du sang devait bien signifier quelque chose. Elle comprenait sûrement le poids de la responsabilité que j'avais placée sur ses épaules. La pédiatre est passée ce soir-là pour un dernier contrôle de mon fils. C'était une femme joyeuse dans la cinquantaine qui avait élevé 4 enfants. Elle l'a déclaré en parfaite santé, avec un développement normal, et prêt à rentrer à la maison dès que j'aurai mon bon de sortie. « Avez-vous de l'aide à la maison ?» a-t-elle demandé en prenant des notes sur sa tablette. Les premières semaines avec un nouveau-né peuvent être accablantes, surtout quand on a déjà un autre enfant. Mes parents habitent tout près, ai-je dit, ce qui était vrai, mais semblait incomplet. Mes parents aideraient, mais ce n'étaient pas eux les principaux responsables d'Automne en ce moment. Cela incombait à Brooke, qui ne répondait toujours pas à son téléphone. Après le départ de la pédiatre, j'ai essayé une approche différente. Je me suis connectée aux réseaux sociaux sur mon téléphone, vérifiant les comptes de Brooke.
Elle avait toujours été active en ligne, postant constamment des photos de ses peintures, de ses voyages, de ses repas dans des restaurants branchés. Sa dernière publication datait d'il y a 4 jours. Une photo de son petit déjeuner, une sorte de toast à l'avocat élaboré avec une légende disant qu'elle se faisait plaisir. Rien depuis. Pas de photos d'automne. Pas de nouvelles de leur temps ensemble. Rien. Le silence était assourdissant. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma collègue Jennifer me demandant comment je me sentais et si j'avais besoin de quelque chose. J'ai envoyé une réponse rapide la remerciant pour les vêtements de bébé et l'assurant que j'allais bien. Mais je n'allais pas bien. Quelque chose de fondamental avait changé en moi. Un système d'alarme maternelle refusait de se taire, peu importe la logique que j'essayais d'appliquer. Le sommeil est devenu impossible. Même quand mon fils dormait paisiblement dans le berceau à côté de mon lit, je restais éveillée à fixer le plafond. Les infirmières m'avaient donné des analgésiques, mais cela ne faisait rien pour calmer mes pensées qui s'emballaient. Vers minuit, j'ai appelé le portable de mon père. Il a répondu à la 3e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé immédiatement. « Le bébé va bien ?» Le bébé va bien, l'ai-je rassuré. C'est juste. As-tu eu des nouvelles de Brooke aujourd'hui? Il y a eu une pause. Non, mais je suis sûre qu'elle est juste occupée avec Autumn. Tu sais à quel point les enfants peuvent être épuisants. Papa, elle ne répond pas du tout au téléphone. Elle n'a rien posté en ligne depuis des jours. Ça ne te paraît pas bizarre? Une autre pause. Plus longue cette fois. Peut-être que son téléphone n'a plus de batterie, a-t-il suggéré, bien qu'il ne semblât pas convaincu. Ou peut-être qu'elle a perdu son chargeur. Tu sais comme elle peut être dispersée. Dispersée? C'était le mot que mes parents utilisaient toujours pour Brooke. Dispersée, esprit libre, artistique, jamais irresponsable ou peu fiable ou fondamentalement incapable de faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens. Pourrais-tu passer chez elle demain, ai-je demandé, essayant de ne pas laisser paraître mon désespoir. Juste pour vérifier. Bien sûr, a dit papa. À la 1re heure demain matin. Essaie de te reposer, ma chérie. Tout va bien se passer. Mais malgré tout, cette inquiétude lancinante au sujet d'Automne ne disparaissait jamais vraiment. J'envoyais des textos à Brooke plusieurs fois par jour. Ses réponses, supposées, via ma mère, venaient assez vite, toujours joyeuses et rassurantes, des photos d'Automne souriant à la caméra, des vidéos d'elle en train de colorier à la table de la cuisine. Tout semblait aller bien. Tout semblait normal, sauf qu'Automne n'avait pas demandé à me parler. En 5 ans, nous n'avions jamais été séparés plus d'une seule nuit. Et même alors, elle m'avait appelé 3 fois avant de se coucher. Maintenant, silence radio. Elle s'amuse probablement trop avec tante Brooke, avait suggéré ma mère quand j'avais exprimé mes inquiétudes. Tu sais comment sont les enfants. Ils sont distraits. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que j'étais paranoïaque. Les nouvelles mères étaient censées être surprotectrices, non? Les infirmières m'avaient mise en garde contre l'anxiété postpartum, comment elles pouvaient rendre tout plus effrayant que ça ne l'était réellement. Le 3e jour, les médecins ont autorisé ma sortie. Ma mère était rentrée chez elle pour se doucher et se changer, promettant de revenir dans l'heure. Papa était à la cafétéria pour prendre un café. J'étais assise sur le lit d'hôpital avec mon fils nouveau-né dormant dans mes bras, sentant le poids de tout ce qui s'était passé s'installer enfin sur mes épaules. J'avais besoin de voir Automne. Le besoin de serrer ma fille dans mes bras était passé d'une douleur sourde à une exigence urgente que je ne pouvais plus ignorer. J'ai appelé le numéro de Brooke. Il a sonné 5 fois avant de passer sur messagerie. J'ai réessayé immédiatement. Même résultat. Une 3e tentative a donné le même résultat frustrant. La peur a grimpé le long de ma colonne vertébrale comme de l'eau glacée. J'ai appelé la maison de mes parents ensuite, pensant que Brooke avait peut-être emmené Autumn là-bas. Pas de réponse. J'ai essayé le portable de mon père, mais il est tombé directement sur la messagerie. Mes mains tremblaient alors que je plaçais soigneusement mon fils endormi dans le berceau de l'hôpital. Quelque chose n'allait pas. Je le sentais dans mes tripes,
cet instinct maternel primal qui transcende la logique et la raison. Quand ma mère est enfin revenue, j'étais déjà habillée et je faisais les 100 pas dans la petite chambre d'hôpital. On doit y aller, ai-je dit avant même qu'elle ne puisse poser son sac. Maintenant. J'ai besoin de voir Autumn. Chérie, calme-toi, a dit maman sur ce ton apaisant qui ne faisait qu'aggraver mon anxiété. Je suis sûre que tout va bien. Brooke a envoyé une photo ce matin même. Je n'ai pas parlé à ma fille depuis 3 jours, ai-je dit, entendant ma voix monter malgré mes efforts pour rester calme. Elle ne m'a pas appelé une seule fois. Ça ne te semble pas étrange? Maman a pincé les lèvres, visiblement partagée entre rejeter mes inquiétudes et reconnaître que oui, c'était un peu bizarre. Laisse-moi essayer d'appeler Brooke, a-t-elle finalement proposé. Son appel est tombé sur messagerie aussi. Puis elle a essayé le téléphone fixe. Rien. Tu vois, ai-je dit, luttant pour garder la panique hors de ma voix. Quelque chose ne va pas. Nous devons y aller tout de suite. D'accord, a accepté maman, son expression virant à l'inquiétude. Laisse-moi aller chercher ton père. On ira ensemble. Le processus de sortie a pris encore 45 minutes qui ont semblé durer 45 ans. Des papiers à signer, des instructions à recevoir, un dernier contrôle du pédiatre. Chaque minute qui passait m'énerve davantage. L'infirmière a passé en revue une longue liste de contrôles expliquant les signes avant-coureurs à surveiller chez un nouveau-né, fièvre au-dessus d'une certaine température, pleurs excessifs, difficultés d'alimentation. J'ai hoché la tête, absorbant à peine les informations. Mon esprit était à des kilomètres de là, enfermé dans le placard avec ma fille de 5 ans. Vous m'écoutez, a demandé doucement l'infirmière, la main sur mon épaule. Oui, ai-je menti. Désolée, juste fatiguée. Elle m'a fait un sourire compatissant. Bien sûr que vous l'êtes. Avoir un bébé est épuisant. Assurez-vous de vous reposer quand le bébé se repose. D'accord, se reposer. Comme si je pouvais me reposer alors que cette peur rongeante me consumait de l'intérieur. Ma mère a signé certains papiers pour moi, sa propre inquiétude désormais évidente dans les lignes tendues autour de sa bouche. Elle a essayé d'appeler Brooke 3 fois de plus ce matin-là. Tous les appels sont tombés sur messagerie. Peut-être devrions-nous signaler une disparition, a suggéré maman doucement pendant que l'infirmière sortait chercher un fauteuil roulant. Elle n'a pas disparu, ai-je dit. Sa voiture est chez elle. Elle est là. Elle ne répond juste pas. Ce qui était en quelque sorte pire que si elle avait réellement disparu. Au moins, une disparition impliquerait quelque chose hors de son contrôle. Là, cela semblait intentionnel, comme si elle choisissait activement de nous ignorer. Le fauteuil roulant est arrivé, politique de l'hôpital pour tous les patients sortants. Je m'y suis installée avec mon fils dans les bras, son petit visage paisible et inconscient. Ma mère portait les sacs de cadeaux et de fournitures accumulés pendant 3 jours. Papa attendait à l'entrée avec la voiture déjà en marche. Il avait installé le siège auto pour bébé plus tôt ce matin-là, vérifiant 3 fois qu'il était bien fixé. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il m'aidait à transférer mon fils de mes bras au siège. On passera d'abord chez Brooke, a-t-il dit, la mâchoire serrée de cette façon déterminée qu'il avait quand il essayait de rester calme. Pas de discussion. Je n'avais pas prévu de discuter. Des chevaux sauvages n'auraient pas pu me traîner ailleurs. Enfin, nous étions dans la voiture. Mes parents étaient assis à l'avant tandis que je tenais mon fils nouveau-né à l'arrière, attaché dans le siège auto. Le trajet jusqu'à la maison de Brooke prenait normalement 20 minutes. Papa l'a fait en 14. Brooke vivait dans une petite maison de plain-pied à la périphérie de la ville. Elle la louait à un couple âgé parti en retraite en Arizona. Le quartier était calme, principalement composé de jeunes familles et de retraités. Sûr, normal, le genre d'endroit où rien de mal n'était censé arriver. Papa s'est garé dans l'allée derrière la voiture de Brooke. Son véhicule était là, ce qui signifiait qu'elle devait être à la maison, mais la maison semblait sombre bien qu'il soit le milieu de l'après-midi. Restez ici avec le bébé, ai-je dit à ma mère, détachant déjà ma ceinture de sécurité. Je reviens tout de suite.
Je me suis précipitée vers l'allée principale, mon corps encore douloureux de l'accouchement, mais poussé par quelque chose de plus fort que l'inconfort physique. J'ai frappé à la porte. Pas de réponse. J'ai frappé plus fort, puis j'ai sonné 3 fois rapidement. Rien. J'ai sorti mon téléphone et j'ai réessayé le numéro de Brooke. À travers la porte, je pouvais entendre le faible son de sa sonnerie quelque part à l'intérieur de la maison. Elle était là. Elle devait être là. J'ai crié, martelant la porte maintenant. Ouvre. Où est Autumn? Le silence m'a accueilli, épais et suffocant. J'ai appelé le téléphone de ma mère, regardant par la fenêtre alors qu'elle répondait dans la voiture. Quelque chose ne va pas, ai-je dit. Elle ne répond pas, mais son téléphone sonne à l'intérieur. Appelle le 911. Attends, a dit maman en sortant de la voiture. Ne réagissons pas trop vite. Peut-être qu'elle dort ou qu'elle est sous la douche ou... Maman, s'il te plaît, l'ai-je interrompu, la voix brisée. Quelque chose ne va vraiment pas. Je le sens. Ma mère a étudié mon visage un long moment, puis a hoché la tête. Elle a sorti son téléphone et a composé le numéro. J'ai essayé la poignée de porte. Verrouillée. J'ai martelé la porte à nouveau, puis je me suis dirigée vers la fenêtre avant pour regarder à l'intérieur. Le salon semblait normal. Le petit sac à dos rose d'Automne était sur le canapé. Quelques jouets étaient éparpillés sur le sol, mais personne. Aucun mouvement. Papa m'avait rejointe à ce moment-là, l'expression grave. On devrait attendre la police, a-t-il dit doucement. Je ne peux pas attendre, ai-je répondu. Chaque instinct que je possédais hurlait que ma fille avait besoin de moi maintenant. Pas dans 10 minutes quand la police arriverait. J'ai fait le tour de la maison, vérifiant les fenêtres. Toutes verrouillées. La porte arrière était verrouillée aussi. Mais alors que je restais là à débattre s'il fallait casser une fenêtre, j'ai entendu quelque chose, un bruit faible, presque comme une voix, mais étouffée, venant de l'intérieur de la maison. Tu as entendu ça, ai-je demandé à papa, qui m'avait suivi. Il a penché la tête, écoutant. Ses yeux se sont écarquillés. Ouais, j'ai entendu quelque chose. Le son est revenu, légèrement plus fort cette fois. On aurait dit des pleurs. Comme un enfant qui pleure. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste agi. J'ai ramassé une pierre de jardin décorative à côté des marches arrière et je l'ai lancée à travers la fenêtre la plus proche. Le verre s'est brisé avec un fracas qui a semblé obscènement fort dans l'après-midi calme. Qu'est-ce que tu fais? A crié papa, mais je passais déjà la main à travers la fenêtre brisée, cherchant le verrou à tâtons. La fenêtre s'est ouverte. Je me suis hissée à l'intérieur, ignorant la douleur aiguë dans mon abdomen et les petites coupures causées par les éclats de verre restants. J'ai atterri dans ce qui semblait être une buanderie, mes pieds crissant sur le verre brisé. Automne, ai-je hurlé. Bébé, où es-tu? Les pleurs sont devenus plus forts. C'était définitivement Automne. Je reconnaîtrais la voix de ma fille n'importe où, mais elle semblait fausse, faible et effrayée d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. J'ai couru à travers la buanderie vers la cuisine. Vide. Le salon, vide. Dans le couloir vers les chambres. Mes pas résonnaient sur le parquet alors que je me déplaçais dans la maison. La cuisine montrait des signes d'utilisation récente. Une tasse de café dans l'évier, des miettes sur le comptoir, une bouteille de vin vide sur la table, mais personne. J'ai vérifié la première chambre, celle de Brooke. Le lit était défait, des vêtements éparpillés sur le sol. Sa valise était ouverte sur la chaise, à moitié faite ou à moitié défaite, je ne pouvais pas dire. La salle de bain était vide. La deuxième chambre, que Brooke utilisait comme atelier d'art, était également vide. Des toiles étaient appuyées contre les murs, des tubes de peinture éparpillés sur un plan de travail. Tout semblait normal, banal, complètement en contradiction avec la terreur qui montait dans ma poitrine. Automne, ai-je appelé à nouveau. Maman. La voix était si faible que je l'ai presque manquée, mais elle était là, et elle venait de derrière une porte fermée au bout du couloir. J'ai essayé la poignée verrouillée de l'extérieur avec un simple loquet qui a glissé facilement.
Mes mains tremblaient tellement que j'y arrivais à peine. La porte s'est ouverte pour révéler un petit débarras. Et là, recroquevillée dans un coin parmi des cartons et des produits de nettoyage, se trouvait ma fille. Autumn m'a regardé avec des yeux qui semblaient trop grands pour son visage. Elle portait les mêmes vêtements que ceux avec lesquels je l'avais laissée il y a 3 jours, maintenant tachés et sales. Ses cheveux étaient emmêlés. Ses lèvres étaient gercées et sèches. Maman, a-t-elle chuchoté, et puis elle était dans mes bras. Je l'ai serrée contre moi, sentant son petit corps trembler. Elle était si maigre, si fragile. Combien de temps est-elle restée là-dedans ? Ça va aller, ai-je murmuré, même si rien n'allait. Tu es en sécurité maintenant. Maman est là. C'est alors que j'ai remarqué l'humidité qui traversait ma chemise. En baissant les yeux, j'ai vu que le sol du placard était humide, des flaques s'accumulant dans les coins. L'odeur m'a frappée alors, incomparable et horrifiante. Elle avait été enfermée ici si longtemps qu'elle n'avait pas eu d'autre choix que de se soulager là où elle était assise. Une rage différente de tout ce que j'avais jamais connu m'a envahi. Mais il y aurait du temps pour la colère plus tard. Pour l'instant, ma fille avait besoin d'eau, de nourriture et de soins médicaux. J'ai porté Autumn hors de ce placard, le long du couloir, à travers la cuisine. Papa m'a retrouvée à la fenêtre brisée, son visage devenant livide en voyant l'état dans lequel elle se trouvait. « Aide-moi à la sortir », ai-je dit, ma voix étonnamment stable malgré la tempête qui faisait rage en moi. À nous deux, nous avons fait passer Autumn par la fenêtre jusque dans le jardin. Maman était déjà là, ayant entendu le verre se briser. Quand elle a vu sa petite fille, sa main s'est portée à sa bouche. Le visage de ma mère est passé par toute une série de transformations, confusion, choc, horreur, et finalement quelque chose ressemblant à du chagrin. Elle a tendu la main vers Autumn, mais ma fille s'est serrée contre moi, refusant de me lâcher. « C'est bon », ai-je murmuré dans les cheveux emmêlés d'Autumn. « Tu es en sécurité maintenant. Personne ne te fera de mal. » La petite voix d'Autumn n'était à peine un murmure. « Je t'ai appelé. » J'ai appelé et appelé, mais personne n'est venu. Ces mots ont brisé quelque chose en moi. Je l'ai serrée plus fort, sentant ses côtes à travers son t-shirt sale. Elle avait perdu du poids, probablement plus de 2 kilos sur sa silhouette déjà menue. Papa était au téléphone avec le répartiteur du 911. « Nous avons besoin d'une ambulance, disait-il, sa voix tranchante et autoritaire. Une enfant a été enfermée dans un placard. Elle est déshydratée et peut-être en hypothermie. » Ma mère avait commencé à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Elle ne cessait de tendre la main vers Autumn, puis de se retirer comme si elle avait peur de toucher sa propre petite fille. « Où est tante Brooke ?» a demandé Autumn, d'une voix petite et effrayée. « Je ne sais pas, bébé », ai-je répondu honnêtement. « Mais elle ne s'occupera plus de toi. Plus jamais. » Autumn a hoché la tête contre ma poitrine. Elle a dit qu'elle revenait tout de suite. Elle a dit qu'elle devait juste aller quelque part pour un petit moment, mais ensuite il a fait noir et elle n'est pas revenue. Et puis il a fait noir à nouveau. Et encore une fois. 3 nuits. Ma fille avait été enfermée dans ce placard pendant 3 nuits, seule dans le noir, sans nourriture et sans eau, à part ce qu'elle pouvait obtenir des tuyaux si elle avait pu les atteindre. « Oh mon Dieu !» a soufflé maman. « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait ?»« Elle va aller en prison », ai-je dit d'un ton neutre. « C'est ce qui va se passer. Elle va aller en prison pour très longtemps. » Papa a terminé son appel et s'est agenouillé près de nous. Ses yeux étaient rouges, sa mâchoire si serrée que je pouvais voir ses muscles tressauter. « L'ambulance est là dans 2 minutes, a-t-il dit. La police arrive aussi. Bien, ai-je dit. Comment a-t-elle pu faire ça, a demandé maman, plus pour elle-même que pour nous. Comment ma fille a-t-elle pu faire une chose pareille? Je n'avais pas de réponse. Peut-être qu'il n'y en avait pas. Peut-être que certaines personnes étaient simplement capables d'une cruauté qui défie l'entendement. Le son des sirènes approchant a déchiré l'air. La police arrivait, ainsi qu'une ambulance. J'ai porté Autumn vers l'allée, refusant de la lâcher ne serait-ce qu'une seconde. Les heures suivantes furent un autre flou, mais d'un genre différent de celui de mon accouchement.
Les ambulanciers ont vérifié les signes vitaux d'Autumn tandis que les policiers posaient des questions que j'entendais à peine. Quelqu'un a mentionné la déshydratation. Quelqu'un d'autre a parlé des services de protection de l'enfance et de signalement obligatoire. Tout ce qui m'importait, c'était que ma fille soit en vie. À l'hôpital, ils ont mis Autumn sous perfusion et ont effectué une batterie de tests. Elle avait manqué d'eau adéquate pendant au moins 2 jours, peut-être plus. Déshydratation sévère, hypothermie légère due à la fraîcheur du débarras. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. Elle a de la chance que vous l'ayez trouvée à ce moment-là, m'a dit le médecin, l'expression sombre. 1 jour ou 2 de plus, et nous aurions pu craindre des dommages aux organes. Je me suis assise au chevet d'Autumn, tenant sa petite main dans la mienne. Elle s'était endormie presque immédiatement après la pause de la perfusion, son corps étant enfin capable de se reposer maintenant qu'il savait que les secours étaient arrivés. Mon fils nouveau-né était 2 chambres plus loin avec ma mère, ayant probablement bientôt besoin d'être nourri. Mais je ne pouvais pas quitter Autumn. Pas encore. Peut-être plus jamais. La police a retrouvé Brooke 6 heures plus tard. Elle était dans un casino à 2 heures de route, ivre et agressive au moment de son arrestation. Apparemment, elle avait reçu un texto d'un type qu'elle fréquentait occasionnellement, l'invitant à partir en week-end. Elle avait pris sa décision en quelques minutes, enfermant Autumn dans le débarras avec l'intention de revenir quelques heures plus tard. Ces quelques heures s'étaient transformées en 3 jours. Elle avait été trop ivre, trop absorbée par le jeu et tout ce qu'elle faisait d'autre pour se souvenir de l'enfant de 5 ans qu'elle avait enfermé dans un placard. Les détails ont émergé lentement au cours des jours suivants, au fur et à mesure de l'enquête policière. L'inspectrice Walsh a partagé ce qu'elle pouvait avec moi, peignant un tableau de négligence si extrême qu'elle frisait la violence intentionnelle. Brooke était partie ce premier soir vers 19h, juste 1 heure après que mes parents eurent déposé Autumn chez elle. Elle avait donné à dîner à ma fille, des macaronis au fromage en boîte, puis lui avait dit qu'elles allaient jouer à cache-cache. Elle avait mis Autumn dans le débarras, lui avait dit de compter jusqu'à 100, puis avait simplement quitté la maison. Pas d'eau, pas de nourriture, aucun moyen pour Autumn d'ouvrir la porte de l'intérieur. Les images de sécurité du casino montraient Brooke arrivant vers 20h30 ce soir-là. Elle avait retrouvé cet homme, quelqu'un avec qui elle avait matché, sur une application de rencontre 2 semaines plus tôt. Ils avaient joué, beaucoup bu, et pris une chambre d'hôtel. Le lendemain matin, ils avaient continué à jouer. Ses relevés téléphoniques montraient de multiples appels manqués de ma part, de ma mère, de mon père. Elle y avait jeté un coup d'œil de temps en temps, a dit l'inspectrice Walsh en se basant sur des témoignages, mais elle n'avait jamais répondu. Elle n'avait même jamais envisagé qu'elle devrait peut-être vérifier comment allait l'enfant qu'elle avait abandonné. Elle prétend qu'elle pensait que vos parents avaient récupéré Autumn, m'a dit Walsh lors d'un de nos entretiens. Elle dit qu'elle supposait que vous aviez pris d'autres dispositions. C'est ridicule, ai-je dit, la voix sourde de rage. Elle n'a jamais appelé pour confirmer. Elle n'a jamais vérifié. Elle a juste décidé que c'était le problème de quelqu'un d'autre. Walsh a hoché la tête d'un air sombre. Le procureur va se régaler avec ça. Les preuves sont accablantes. J'ai appris d'autres détails aussi, rassemblés à partir des rapports de police et des déclarations des témoins. Brooke avait dépensé plus de $2000 au casino, de l'argent qu'elle avait emprunté à l'homme avec qui elle était. Elle avait été tellement ivre à un moment donné que la sécurité avait dû la raccompagner à sa chambre d'hôtel. Elle s'était disputée avec un croupier pour une offense imaginaire, menaçant de poursuivre l'établissement. Pendant tout ce temps, ma fille était assise dans le noir, pleurant pour une aide qui ne venait jamais. L'homme avec qui Brooke était, un développeur de logiciels nommé Kyle, a fait une déposition à la police. Il ne savait absolument pas qu'elle était censée surveiller une enfant. Elle lui avait dit qu'elle était libre pour le week-end, qu'elle n'avait aucune attache. Quand la police lui a montré des photos de l'état d'Autumn, il a apparemment vomi. Il coopère pleinement à l'enquête, a dit Walsh. Non pas qu'il soit inculpé. Il ne savait rien pour votre fille. L'inspectrice qui m'a interrogée était une femme d'une 40aine d'années aux yeux doux et à l'attitude pragmatique. Elle s'est assise en face de moi dans une petite salle de consultation pendant qu'Autumn dormait et que mes parents surveillaient les 2 enfants.
Votre sœur est accusée de mise en danger d'enfant et de négligence, m'a dit l'inspectrice Walsh. Vu la gravité de l'état de votre fille, elle risque une lourde peine de prison. Bien, ai-je dit sans hésitation. Je dois vous poser quelques questions sur votre dynamique familiale, a poursuivi Walsh. Y avait-il une indication quelconque que votre sœur pourrait faire une chose pareille? J'ai pensé à toutes les fois où Brooke s'était défilé, avait oublié des anniversaires, avait disparu pendant des semaines sans rappeler. Mes parents lui avaient toujours trouvé des excuses. Elle était juste un esprit libre. Elle n'était pas douée avec les horaires. Elle avait besoin d'espace pour être créative. Elle n'a jamais été fiable, ai-je finalement dit. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait du mal à un enfant. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait du mal à Autumn. La culpabilité était écrasante. J'avais laissé ma fille avec quelqu'un que je savais instable et irresponsable. J'avais fait ce choix, et Autumn en avait souffert. Vous ne pouviez pas savoir, a dit Walsh doucement, comme si elle lisait dans mes pensées. La plupart des gens ne s'attendent pas à ce que les membres de leur famille enferment des enfants dans des placards. Mais j'aurais dû savoir. J'aurais dû faire confiance à mon instinct quand Autumn n'a pas rappelé. J'aurais dû aller voir plus tôt comment elle allait. Autumn a passé 2 jours à l'hôpital avant de sortir. Les médecins voulaient surveiller son niveau d'hydratation et s'assurer qu'il n'y avait pas de dommages rénaux durables. Physiquement, elle s'en remettrait. Émotionnellement, cela allait prendre beaucoup plus de temps. Ces 2 jours à l'hôpital ont apporté de nouveaux défis. Autumn se réveillait en hurlant à cause de cauchemars toutes les quelques heures. Les infirmières ont dû retirer la porte du placard de la salle de bain dans sa chambre parce qu'elle refusait qu'on ferme la moindre porte. Elle ne mangeait pas à moins que je ne lui tienne la main, et même alors, elle ne parvenait à avaler que quelques bouchées avant que son estomac ne se révolte. La psychologue de l'hôpital est passée le 2e jour. Le docteur Patricia Sanders était une femme douce aux cheveux argentés et à l'attitude calme qui semblait apaiser même les pires crises de panique d'Automne. Ce qu'elle a vécu est un traumatisme sévère, m'a expliqué le docteur Sanders pendant qu'Autumn faisait une sieste agitée. Son sentiment de sécurité a été fondamentalement brisé. Le rétablissement prendra du temps, peut-être des années. Elle aura besoin d'une thérapie suivie, probablement plusieurs fois par semaine au début. Tout ce dont elle a besoin, ai-je dit immédiatement. L'argent était serré. Il l'avait toujours été, mais je me débrouillerai. Je ferai des heures supplémentaires, prendrai des projets en freelance, vendrai tout ce que je possédais si nécessaire. Le docteur Sanders m'a donné une liste de pédopsychiatres spécialisés dans les traumatismes liés à l'abandon. Elle a également recommandé des groupes de soutien pour les parents d'enfants traumatisés. Des ressources dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin. Vous aurez aussi besoin de soutien, a-t-elle dit doucement. Ce que vous ressentez en ce moment, la culpabilité, la colère, la peur, sont toutes des réactions normales, mais elles peuvent devenir accablantes si vous ne les traitez pas. J'ai hoché la tête, bien que je ne puisse imaginer m'asseoir dans une pièce pour parler de mes sentiments alors que ma fille avait besoin que je sois forte. L'assistant social de l'hôpital est aussi passé, un homme à l'air fatigué nommé Robert Chen, qui avait clairement vu trop de cas comme le nôtre. Il a posé des questions sur notre situation familiale, sur mon système de soutien, sur le fait de savoir si j'avais prévu une garde d'enfants adéquate. Les services de protection de l'enfance devront effectuer une visite à domicile, a-t-il expliqué, procédure standard dans ce genre de cas. Ils voudront s'assurer qu'Autumn va dans un environnement sûr. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma fille avait failli mourir parce que je l'avais laissée à ma famille. Et maintenant, je devais prouver que ma propre maison était assez sûre. Mais je comprenais le protocole. Je coopérerais avec tout ce dont ils avaient besoin. Tout pour ramener Autumn à la maison, là où était sa place. Elle ne voulait pas être seule. Même aller aux toilettes nécessitait que je reste derrière la porte à lui parler pour qu'elle sache que j'étais là. Elle faisait des cauchemars toutes les nuits, se réveillant en hurlant qu'elle était piégée dans le noir. J'ai trouvé une thérapeute pour enfants spécialisée dans les traumatismes. Autumn a commencé à voir le docteur Rivera 2 fois par semaine. Lentement, douloureusement lentement, ma fille a commencé à guérir. L'affaire judiciaire a été simple.
L'avocat commis d'office de Brooke a essayé de plaider qu'elle avait fait une erreur, qu'elle avait perdu la notion du temps, qu'elle n'avait jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Mais les preuves étaient accablantes. Les SMS montraient qu'elle avait été au casino tout le temps, ne pensant pas une seule fois à l'enfant qu'elle avait abandonné. Elle a été condamnée à 8 ans de prison. Elle serait éligible à une libération conditionnelle dans 5 ans, sous réserve de bonne conduite. Mes parents étaient dévastés. Ma mère a pleuré pendant des semaines, incapable de concilier la fille qu'elle pensait connaître avec la personne qui avait fait une chose aussi impardonnable. Mon père s'est retiré dans le silence, la culpabilité d'avoir élevé quelqu'un capable d'une telle cruauté le rongeant. J'avais de la peine pour eux, mais pas assez pour leur offrir du réconfort. Ils avaient favorisé l'égoïsme de Brooke pendant des années, trouvant des excuses et réparant ses dégâts. Peut-être que si quelqu'un l'avait tenu pour responsable plus tôt, les choses auraient été différentes. La relation avec mes parents est devenue tendue. Ils voulaient faire semblant que tout pouvait redevenir normal, que nous pourrions tous passer à autre chose en famille. Mais je ne pouvais pas oublier la façon dont ils avaient rejeté mes inquiétudes, me disant d'arrêter de m'en faire alors que mon instinct hurlait que quelque chose n'allait pas. Je les laissais voir les enfants, mais toujours chez moi et toujours sous ma surveillance. La confiance était brisée, et je ne savais pas si elle pourrait jamais être réparée. Autumn est entrée en maternelle cet automne-là. Elle était petite pour son âge maintenant, ayant perdu du poids pendant son calvaire, qu'elle a mis des mois à reprendre. La thérapeute disait qu'elle faisait des progrès, bien que le traumatisme resterait probablement avec elle sous une forme ou une autre pour le restant de sa vie. Mon fils grandissait et devenait plus alerte chaque jour, merveilleusement inconscient du drame qui avait entouré sa naissance. Il souriait, gazouillait et attrapait des jouets, parfait et innocent, et intouché par les ténèbres qui avaient failli consumer notre famille. La vie a avancé parce que c'est ce que fait la vie. Mais tout était différent maintenant. J'étais différente. La femme qui faisait confiance à sa sœur, qui croyait que la famille s'entraidait toujours, n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, plus cynique, mais aussi plus sûr. Je faisais désormais confiance à mon instinct sans poser de questions. J'écoutais cette voix intérieure qui disait que quelque chose n'allait pas. Même quand tout le monde disait que je réagissais de manière excessive. Brooke m'écrivait des lettres depuis la prison. Je les brûlais sans les ouvrir. Il n'y avait rien qu'elle puisse dire qui changerait ce qui s'était passé. Aucune excuse qui pourrait effacer ces 3 jours passés par Autumn seule dans le noir. Les gens demandaient parfois si je lui pardonnerais un jour. La question m'a toujours semblé absurde. Le pardon était pour les petites transgressions, pour les sentiments blessés et les promesses rompues. Ce que Brooke avait fait n'était pas quelque chose qui pouvait être pardonné. C'était seulement quelque chose à quoi on pouvait survivre. Autumn a fait des cauchemars sur les placards pendant des années. Même maintenant, à 10 ans, elle refuse d'être dans une pièce avec une porte fermée. Elle dort avec 3 veilleuses et devient anxieuse si elle ne peut pas voir de sortie. Mais elle est vivante. Elle est intelligente, drôle et aimée. Elle a un petit frère qui l'adore et une mère qui ne laissera plus jamais personne lui faire du mal. C'est à cela que je me raccroche quand la culpabilité menace de me submerger. Je l'ai trouvée à temps. Malgré tout ce qui a mal tourné, malgré toutes les façons dont j'ai échoué à la protéger plus tôt, je suis arrivée à temps. Brooke finira par sortir de prison. Quand ce jour viendra, elle découvrira que la famille qu'elle avait autrefois n'existe plus. Mes parents la reprendront peut-être, essaieront peut-être de reconstruire une sorte de relation. C'est leur choix. Mais elle ne reverra plus jamais mes enfants. Elle n'aura jamais l'occasion de s'expliquer, de s'excuser ou de demander une autre chance. Certaines portes, une fois fermées, le restent pour toujours. La vérité qui a éclaté ce jour-là ne concernait pas seulement la cruauté ou l'égoïsme de Brooke. Il s'agissait de la fragilité de la confiance, de la façon dont nous nous convainquons que la famille signifie un amour inconditionnel et une sécurité inconditionnelle. Il s'agissait d'apprendre que parfois, les personnes qui devraient nous protéger sont celles dont nous avons besoin d'être protégés. Je repense parfois à ce dîner, celui où mes contractions ont commencé. À quel point tout semblait normal. À quel point aucun de nous n'aurait pu imaginer ce qui allait arriver.
La vie peut changer en un instant, dans l'espace entre une contraction et la suivante. Mais nous avons survécu. Nous sommes marqués et changés et nous ne serons plus jamais les mêmes. Mais nous avons survécu. Et certains jours, cela doit suffire.